Bonjour et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce qu'on va parler livres. Quand on parle livres, je suis toujours heureuse. Aujourd'hui, nous allons parler avec l'auteur du roman Et les portes sont de bouche, Monsieur Richard Ali, à qui nous disons bonjour. Bonjour Madame Chancy, merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien. Nous sommes très heureuses aujourd'hui de parler avec vous. Avant tout, qui est Monsieur Richard Ali? Monsieur Richard Ali, c'est celui qui est devant vous. Oui. Son nom au complet, c'est Richard Ali Amoutou Karambo. Il est donc écrivain congolais. Je vis à Kinshasa, où je fais toutes mes études. Je suis juriste de formation. Je travaille actuellement comme directeur de la bibliothèque, responsable de la bibliothèque au Wallonie-Bruxelles. Voilà. Je suis secrétaire général de l'association des écrivains du Congo. Je suis fondateur de l'association des jeunes écrivains du Congo. Voilà, je collabore avec pas mal d'écritures littéraires ici au Congo et ailleurs. Et voilà, donc je suis auteur de plusieurs publications littéraires. Et donc, cette toute dernière, Et les portes sont des bouches. Voilà, et je suis heureux en tout cas de passer dans votre émission. Merci. Notre toute première question est de savoir, vous êtes juriste de formation, comme vous venez de le dire. Entre le droit et l'écriture, vous avez commencé où? Voilà, très belle question. Merci. J'en profite en tout cas pour répondre à toutes ces personnes-là qui se posent cette question. J'ai un diplôme en droit, mais je dois avouer que c'est l'écriture qui a précédé le droit. Parce que ma vocation d'écrivain, en tout cas ma vie littéraire, je l'ai entamée avant de commencer la filière de droit à l'UPC. Moi j'ai compris que je serais un jour écrivain depuis tout petit, en tout cas je suis en première année secondaire quand j'ai réalisé que ma vocation était vraiment de devenir écrivain. En deuxième année secondaire, je l'ai vraiment confirmé. À Saint-Raphaël, où j'ai fait les humanités littéraires, j'ai créé une revue, un journal mural, la Plume Raphaéloise, qui a très très bien marché. Déjà en troisième, déjà en quatrième année secondaire, j'avais écrit mon premier roman, Étiqué, voilà. Et je suis encore au banc de l'université où je vais gagner un prix littéraire et publier mon tout premier recueil de nouvelles. Donc je crois qu'avoir d'avoir les titres, je commençais à avoir déjà la qualification d'écrivain. Donc je pense bien que les deux vont ensemble, les deux marchent très bien. L'un n'empêche pas l'autre, l'un ne met pas ombrage sur l'autre, mais pour ce qui est de la préséance, la littérature ou l'écriture est préséante par rapport au droit. Voilà. À quand remonte votre premier contact avec les romans ou les livres? En tout cas, je pense que depuis l'école primaire, j'aimais beaucoup lire, je lisais déjà. Mais le premier contact, le vrai contact, je dis en tout cas avec la littérature en soi, vraiment, c'est en première année secondaire. Ma maman, voilà, que j'aime tant, maman Yvine, m'a ramené une anthologie des écrivains d'Afrique centrale. Et ces anthologies-là qui vraiment étaient le déclic pour moi de la littérature. Je l'ai lu parce que je le lisais comme la Bible, donc matin, midi, soir, j'étais toujours dans cette anthologie-là, ce qui m'a permis de connaître pratiquement tous les écrivains francophones d'Afrique centrale et surtout les écrivains congolais. C'est un livre, voilà, c'est une anthologie, imaginez-vous, de tous les écrivains d'Afrique centrale. Et moi, je le lisais, voilà, chaque jour. Et c'est ce qui m'a vraiment poussé à aimer la littérature et à commencer à griffonner mes premiers poèmes. Donc voilà, mon premier contact s'est fait en ce moment-là, première année secondaire. Et après, je me souviens, j'ai dit toujours ça aux autres, moi je n'ai pas dévoré des grands romans en sixième primaire, en première secondaire. Non, c'est en troisième année secondaire que j'ai commencé maintenant vraiment à lire les romans. Et le tout premier roman que j'ai vraiment lu de bout en bout et que j'ai beaucoup adoré, La Symphonie pastorale d'André Gide, c'était un cadeau d'une amie du collège Saint-Raphaël, Laura Kabea, que je salue aussi en passant. Et après, c'était les Aimé Césaire, c'était vraiment les romans. Aimé Césaire. Voilà. Là, directement la question, qu'est-ce que Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire représentent pour vous? Ah, mais très belle question. Je crois que quand j'ai eu le déclic avec l'anthologie de maman, ça comme ça n'a pas tardé pour que je puisse tomber sur
des documents. C'était la période de la semaine de la langue française. Et TV5 Monde balançait comme ça les documents sur Senghor et Césaire. Pour ma première fois, je suivais un documentaire sur Senghor, mais j'étais fou de Senghor. Ouais. Et après, le jour qui suivait, c'était un document sur Césaire. Imaginez-vous, mais je crois que en ce moment-là, je ne rêvais plus d'une autre chose que d'être dans la peau de Césaire, en fait. Donc, on faisait des lectures de ses œuvres et des fois, on mettait des bouts d'extraits de sa lecture du discours sur le néocolonialisme. Ouais. Et moi, j'étais fou dingue de ces messieurs-là. Je me disais, mais c'est que je vais être dans la vie, moi, c'est être comme Césaire. Je voudrais juste écrire des livres, juste être dans le monde de la pensée, de l'écriture, ça me suffisait en fait. Donc, quand on parle de Senghor, quand on parle de Césaire, je crois que ce sont de dieux pour moi, ce sont de personnes qui ont vraiment créé un déclic dans ma pensée, dans ma vocation, de gens que qui restent comme ça de repères éternels pour moi en ce que la littérature, puisque moi je suis vraiment entré dans la littérature africaine grâce à eux, et c'était très bien. Donc quand on me dit Césaire, on me dit Senghor, je dis mais écoutez, ça sont des pères vénérables et respectables à jamais, quoi. Ok, qu'est-ce que la littérature représente pour vous et pourquoi vous êtes tant accroché? La littérature représente tout pour moi. Oui. Je le dis des fois comme ça, c'est comme une blague, mais je crois que la littérature, c'est vraiment la passion. Donc, et passion, je suis un latiniste, je m'en vais dans le sens profond de ce mot-là, la passion, c'est souffrir, hein, oui. Pâtir, voilà. Et c'est-à-dire que si l'on m'enlève la littérature, je souffre. C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment me sentir moi si je ne suis pas dans un milieu littéraire. Oui. Voilà. Moi, j'ai eu à travailler un moment, j'ai démissionné même. J'étais dans une grande boîte de la com de la place du pays. Mais je vous dis sincèrement, j'étais mal à l'aise. Parce que je ne me sentais pas dans ma peau. Je sentais comme si, tu vois, vous voyez comme le poisson, quand le poisson, vous l'enlevez, vous le sortez de l'eau, hein, de son milieu naturel, en tout cas, attendez-vous quelques heures après qu'il puisse mourir. Donc, je suis un peu comme cela. C'est-à-dire que si vous me dites, bon, écoutez, vous ne serez plus à côté de livres, à côté des amis écrivains, vous ne serez plus dans des activités littéraires, vous me dites, voilà, on vous place dans telle villa. La prison pour vous, hein? On vous donne tout, mais c'est vraiment la bonne prison pour vous. On donne tout, on vous enlève les livres, on vous enlève... Alors là, c'est vraiment me tuer. Donc la littérature représente tout pour moi. Moi, je crois que je sais pas s'il y a un endroit où je me sens le plus à l'aise, le plus heureux que d'être entouré de livres. Donc, je suis heureux dans ma famille. Hein. Mais heureusement que dans ma petite famille, il y a de livres, en fait. Ouais. Mon enfant adore les livres. Le dernier qui vient d'arriver, il aime déjà le livre. Ouais. Ma femme aime le livre. Donc, je suis très heureux. Et toutes les personnes qui aiment le livre, voilà, je les adore. Je le sens être vraiment de ma famille. Donc, la littérature, c'est ma passion. La littérature, c'est mon oxygène. Voilà, me séparer de la littérature, c'est me tuer. Me mettre hors du cadre littéraire, c'est vraiment m'emprisonner. Voilà. Avez-vous un modèle littéraire? Je n'ai pas qu'un modèle, j'ai plusieurs modèles en tout cas. Oui. Hein. Je crois que moi, ma vie, je le dis même comme ça, ma femme, je dis ma vie est constituée de plusieurs modèles. Oui. Ici au Congo, par exemple. Mes gestuels sont des gestuels d'un certain modèle que j'ai copié quelque part. Oui. Ma façon de parler, sûrement, je l'ai copié quelque part. Oui. Ma façon de marcher, ma coiffure. Donc, et même mon écriture aussi, voilà. On n'invente pas la roue hein, quand on vit au monde. Et puis voilà, on peut avoir des histoires un peu innées qu'on hérite de parents, mais après un certain moment, on commence à se dire, mais tiens, je crois que Chanty marche bien, je dois faire un peu marcher comme elle. Je crois que Chanty sourit bien. On modifie même son sourire, quoi. Et donc en littérature aussi, oui, en tout cas les profs Yuka, il y a Vincent Lomboumé,
le prof Kadi Mandjouzi. Vincent Loumeu, mais on le retrouve directement à l'affiche de l'Elo. Oui, mais ça, lui, c'est vraiment un aîné que j'affectionne tant. C'est un père pour nous, c'est un grand frère qu'on aime tant, il y a Vince. Et je suis très heureux que la revue, la première édition, le premier numéro de la revue Lelo, le soit dédié. Et c'est très bien, on doit faire cela, en tout cas de son vivant. On est content qu'on honore cet aîné-là. Il n'y a pas que des aînés, il n'y a pas que de papa, de vieux, il y a aussi des amis jeunes voilà, que j'apprécie beaucoup. Fiston Manzaroujila, voilà, j'apprécie beaucoup son écriture. Et puis après, il n'y a pas que de Congolais. Moi, je regarde un peu partout. L'Afrique, dans le monde aussi. Je regarde Teju Kole, je regarde voilà, des amis qui sont au Nigeria et qui m'inspirent beaucoup, puisque vraiment là-bas, la littérature vit. Et des jeunes prennent la littérature à l'école. Les jeunes sont à fond dans la littérature. Et moi, ça m'impressionne tant. Voilà, ce que je voudrais que ça soit aussi le cas ici en RDC. C'est vrai qu'il y a déjà des jeunes, il y a un grand mouvement maintenant, mais je voudrais que ça soit aussi le cas comme ça l'est au Nigeria, où de jeunes gens d'une vingtaine vous produisent en tout cas des romans de très haute facture. Voilà. Quelles sont vos sources d'inspiration? Oui, ce que j'observe, voilà, c'est la vie de tous les jours, comme ces romans voilà, qu'on aborde aujourd'hui. C'est la politique voilà, qui m'a inspiré. C'est une politique fiction. J'ai écrit Ebamba Kinshasa Makambo, c'était des faits sociaux qui m'ont inspiré. C'était pratiquement, en tout cas, l'émission sur Molière TV, moi c'était ces faits là je me disais mais ça c'est un roman, ça c'est pas possible de voir voilà un papa qui se réveille chez lui, colocataire, prend un pot, il va déposer la porte c'est un roman en fait, vous voyez-vous un peu, voilà, quand je suis nos politiques je me dis mais est-ce que ces gens sont normaux, voilà, moi j'observe et puis je me dis mais tiens je crois que on ne peut pas vivre dans ce pays et manquer de quoi raconter, et manquer de quoi écrire. Je me dis même, est-ce qu'on a besoin d'aller peut-être en résidence pour écrire, mais est-ce qu'on a besoin de ces réfugiés quelque part pour être inspiré? Non, on est inspiré à tout moment. Aujourd'hui encore, quand je me réveille, j'étais prêt à balancer un truc sur Facebook pour dire mais ça fait déjà un moment, ça fait déjà littérature. Je dis, mais tiens, attends, à peine je me réveille, c'est voyez-vous un peu ça? Donc voilà, quelqu'un peut. Mais moi, ce sont ces faits-là, et ça peut partir comme ça déjà pour l'introduction des romans. Voilà, donc c'est vraiment la vie de tous les jours. J'aime beaucoup Kinshasa et Kinshasa m'inspire beaucoup pour écrire. Voilà. Qu'est-ce que la littérature, est-ce que plutôt la littérature africaine est trop réaliste? Mais quand on dit cela, est-ce un défaut ou bien c'est une qualité? Je ne sais pas. Si on constate qu'elle est très réaliste, peut-être que c'est bien aussi. On est à cette étape-là, si c'est réaliste, c'est bien. D'autant plus que c'est quand même, ça reste vraisemblable. Donc je pense qu'on est réaliste, on est sur des faits réels et tout. D'autres diront, mais oui, on a besoin d'être un peu emballé dans des faits vraiment très très fictifs, des imaginaires, l'espace, tout. Non, écoutez, toute chose à son temps. On n'a pas encore beaucoup écrit sur nos faits, sur nos réalités. Je crois que c'est ça en fait la chose. Il y a encore beaucoup de choses à raconter sur ces continents. Donc ce qui arrive, il peut y arriver, il s'est dit, mais attends, jusqu'à on n'a pas encore écrit sur l'inceste. Mais il écrit sur l'inceste. On n'a pas encore écrit sur l'homosexualité. Il n'y a pas encore de romans sur l'homosexualité. Donc je crois qu'on est encore en train de se rendre compte qu'il y a, voilà, il y a une pluralité de thématiques inexploitées qu'on voudrait bien exploiter. Et puis après, bon, on va attendre sur ce que vous voulez, sur la neige, sur l'espace, sur... voilà, le tour du monde, voilà, ça viendra. Mais je crois que l'écrivain est en train de donner ce qu'il peut donner en ce moment. Considérons ça comme tel. Je ne pense pas que ce soit un défaut en tout cas. Quelle est cette thématique qui est restée un peu constant ici au Congo? À un moment, on était vraiment figé sur bon, à Kinshasa, déjà, je prends l'exemple, sur les faits sociaux. Voilà. J'ai vu qu'à un moment, voilà, il est venu un temps où on est en train de dépasser un peu cela.
il y a un autre roman, 2-3 romans que j'ai vus qui ont aussi abordé un peu de faits politiques. Oui. Donc il y a un peu maintenant le regard trop tourné vers la politique. Il y a une autre thématique qui a été exploitée, mais je pense que cette thématique, on doit beaucoup l'exploiter. C'est la guerre au Congo, la guerre dans l'Est, le tuerie dans l'Est. Mais moi qui organise des prix littéraires, je crois que ceux qui soumettent des textes et entrées à cette thématique sont plus d'écrivains qui sont dans cette région-là, qui sont dans la partie Est. Et donc mon constat, et ce que je constate, c'est que le thématique ressort en tout cas du milieu dans lequel l'auteur se retrouve. Oui. Il est auteur congolais, il vit à Bukavu, rassurez-vous que si vous demandez à pondre quelque chose, du coup c'est le viol, du coup c'est la guerre, du coup c'est les minéraux. Voyez-vous un peu, il vit à Kinshasa, vous demandez d'écrire sur quelque chose, du coup c'est le transport en commun, du coup c'est un peu de Kinshasa Makambo, voyez-vous. Oui, on prend un peu des bambas dans ça. Voilà, donc je crois que c'est ça, et puis bon, on verra demain qu'est-ce que ça va donner, mais pour l'instant les thématiques sont encore en train de tourner en tout cas autour de ça, et ça se comprend bien, ça se comprend. Est-ce que la littérature peut être belle mais sans histoire? Je crois que la première fonction de la littérature, c'est d'être belle en fait. On ne peut pas parler de la littérature sans beauté, puisque l'élément qui fait la différence entre littérature et autres genres d'écriture, le C ou consort, c'est la finalité esthétique, c'est la beauté, c'est le fait que cette écriture-là soit belle. Donc, oui, on peut se retrouver face à une écriture, voilà, qui vous emballe, qui vous fait faire des wow chaque 5-10 lignes, mais pourtant à la fin vous dites mais qu'est-ce que j'ai lu, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Et c'est bien, voyez-vous, c'est bien, c'est ça la littérature. Et donc, c'est-à-dire que même quand quelqu'un écrit, il peut avoir une bonne histoire à raconter, mais il doit chercher où placer son soleil, où placer sa lune, où placer la pluie, placer... Donc tous ces éléments-là sont importants pour bien construire, en tout cas, pour bien rendre la littérature. Donc voilà, il y a l'élément beauté qui est l'élément intrinsèque à la littérature. On ne sait parler de la littérature sans l'élément beauté. Donc voilà. Est-ce que pour écrire, on doit seulement savoir où placer la virgule, le point et tout? On doit vraiment connaître la langue, vraiment connaître l'écriture pour écrire une histoire? Bon, tout part du style. La littérature, comme je dis, c'est d'abord l'esthétique. Si celui qui écrit, parce que celui qui fait de la littérature n'écrit pas de la même façon que celui qui fait le C. Ou quand il rend son texte, on lui dit non, ici il fallait qu'il ait un point, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Je vous donne un exemple du roman de notre aîné Alain Mabanko qui a fait un verre cassé, des bouts en bout, il n'y a pas de points, il n'y a que des virgules. Vous allez dire, mais non, il a mal écrit, il n'y a pas de points virgule, il n'y a pas de points. Mais quand vous lisez cette histoire-là, il y a la beauté. C'est très bien, et vous sentez qu'il ne fallait pas qu'il y ait des points. Voilà, sinon voilà, le fait qu'il y ait des virgules, ça fait que c'est bien, c'est un style. D'ailleurs, il y a des grands auteurs qui ont dit que le meilleur écrivain, c'est celui qui a dépassé la grammaire. Mais il faut d'abord commencer par connaître la grammaire. Donc, il ne faut pas négliger les basiques. Parce que, voilà, je donne ça comme exemple quand je donne des ateliers d'écriture à des amis plus jeunes que moi. Je leur dis, mais vous voyez, par exemple, Pablo Picasso, ses tableaux, mais ce sont de belles toiles, des grandes toiles qui sont vendues aux enchères et consorts. Mais c'est de l'abstrait. Et vous ne direz pas que Pablo ne sait pas dessiner une femme, voilà, un portrait d'une femme réelle. Il sait le faire. Mais il est arrivé à un niveau où maintenant l'art l'amène ailleurs. L'art l'amène à dépasser le norme, à dépasser tout ce qu'il a appris comme base de l'art. Pour vraiment, parce que l'art en fait, en soi, c'est l'expression de l'âme. Et l'âme s'exprime d'une manière à elle. Et celui qui écrit aussi, à un moment, il peut se dire, mais écoutez, si je mets un point ici, je sens que je ne rends pas mon style comme il se doit. Soit il se mettrait même à écrire 100 points, 100 virgules. Voilà, celui qui va lire va se retrouver, se dira, mais oui, c'est le style de tel, c'est le style de Richard Ali. Voilà, ça c'est le style, ça c'est la construction. Parce qu'après, il y a la langue, il y a le langage. Donc l'auteur a aussi son langage à lui dans son univers littéraire. Voilà. Quel est votre genre littéraire?
Je crois que je suis dans le roman. Oui. Je fais voilà, je suis dans la narration en tout cas. Moi, je suis plus dans le genre narratif. Hein. Oui. C'est lui que j'affectionne le plus depuis toujours. Tout le monde le sait, c'est la nouvelle. Ça, c'est vraiment le genre où j'ai eu le plus de temps à rester dedans. Vraiment, j'ai vraiment pris le temps à maîtriser la nouvelle. Je suis tout le temps, en tout cas, en train d'écrire de nouvelles et d'envoyer de nouvelles dans des chroniques, dans de magazines, dans des anthologies. Et puisque je suis dans le narratif, maintenant je suis avec le roman. Donc je combine la nouvelle et le roman. Ce sont les deux genres de prédilection que j'affectionne le plus en tout cas. Les éditions Mabi qui prônent la littérature en langue nationale ou en langue locale, vous aussi vous publiez là-bas. Que pensez-vous de cette aventure? Non, mais c'est une très très belle aventure. Moi, mon premier éditeur, c'est Mabiki, vous savez très bien. Mais il a commencé par m'éditer avec un recueil de nouvelles en français, Les Cauchemardesques des Tabous. Après, on a fait une grosse, belle et grande aventure avec Ebamba, qui nous a mené jusqu'à avoir une traduction en anglais, qui nous a vraiment entré en contact avec un aîné, mais un dieu de la littérature en langue africaine, Mugia Fiongo, qui a dit un mot sur Ebamba Kisasa Makambo. Donc, moi, la démarche de Mabiki, j'adore. Je suis vraiment... mais moi, je préfère pas parler du combat, je parle de l'aventure. C'est une aventure littéraire, c'est une aventure humaine. D'arriver à comprendre, c'est toute une politique, c'est toute une grande contribution que nous faisons avec Mabiki pour la conscientisation je vais dire de l'Africain, du Congolais, d'arriver à comprendre que la littérature, c'est pas écrire en français, en anglais, et tout. La littérature, c'est écrire. Et quand vous écrivez, vous pouvez écrire en Kikuyu, en Swahili, en Lingala. Donc c'est une manière d'arriver à décomplexer, voilà. C'est lui qui veut s'amener dans l'aventure de l'écriture. Donc c'est pour lui faire comprendre, voilà, ne sois pas complexé face à un écrivain qui écrit en français dans sa langue maternelle. Si tu as la possibilité de raconter une histoire à Lingala, fais-le. En Bonza, fais-le. Donc Mabiki, en tout cas, et voilà, je ne fais pas la promo, mais j'aime bien faire la promo, parce que c'est ma maison. Les gens qui écrivent en Lingala, qui écrivent en Swahili, en Chiluba, contactez-nous, entrez en contact avec Mabiki. Nous voulons en tout cas avoir une production littéraire abondante dans nos langues nationales. C'est une fierté. C'est une fierté d'entrer par exemple dans une librairie et de retrouver par exemple 15 romans écrits en Kiswahili, 20 romans écrits en Lingala. Moi, mon prochain roman est en Lingala, je le dis déjà. Le titre est déjà trouvé, c'est Kindoki. Voilà, c'est déjà en train d'être travaillé. Si Dieu ne revient pas demain, en tout cas en 2022, vous aurez ces romans-là, Kindoki, avec Mabiki toujours, je crois, ou bien voilà. Mais en tout cas, le roman qui est en train de travailler, c'est un roman en lingala. J'écris dans les deux langues, justement pour faire comprendre que la littérature, c'est écrire, c'est faire de belles lettres. Les belles lettres, on peut les avoir en lingala, en siluba, en kikongo, voilà, en kiswahili. D'ailleurs, littérature, ça comprend aussi des œuvres orales. Hein, moi, je reste en tout cas de longs moments à écouter la belle littérature de Lutumba Simaro. Mais quel poète nous avons dans ces pays. Ça, c'est la haute littérature, mais c'est fait en lingala. Hein? Donc voilà, donc c'est un peu ça. Quels sont les enjeux de la littérature en langue locale? Oui, mais ce que je viens de dire, les enjeux sont multiples, mais les enjeux sont d'ordre politique aussi. Hein, d'ordre politique, je dirais, d'ordre moral, mais d'ordre... Alors pourquoi j'insiste d'ordre politique? Puisque il en va aussi un peu de la décolonisation dont on parle. Il en va aussi de la maturité d'un peuple. Il en va aussi de la capacité d'une personne qui se veut mature de pouvoir se dire, voilà, mon identité c'est telle et je voudrais qu'on respecte mon identité. La langue, c'est l'identité d'une personne. Voilà, donc pousser les gens à écrire dans leur langue, c'est aussi le pousser à dire clairement leur identité, à défendre aussi leur culture. Voilà, c'est important, les enjeux sont multiples. Et il faudrait vraiment que tous nous puissions entrer dans ce jeu-là, à pousser les gens aussi à écrire dans leur langue maternelle. Quel est votre souci par rapport aux jeunes qui entrent dans le monde littéraire aujourd'hui?
Je pas de souci. Par contre, j'ai un grand plaisir de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent en littérature. Ça me plaît beaucoup et tout le monde le sait que je suis de ceux-là qui ne le découragent pratiquement jamais. Moi, je suis en tout cas celui qui accompagne tous les jeunes qui viennent. J'ai commencé moi-même cette aventure très jeune. Je sais ce que ça fait quand on décourage quelqu'un et donc moi je n'aime pas le décourager. Au contraire, ce que je fais, c'est que je les accueille et puis après je leur dis bon voilà, on va faire un atelier, on va discuter parce que je sais que le problème c'est qu'on n'a pas donné beaucoup de repères à ce jeune-là. Dieu merci, aujourd'hui nous on est là, donc on n'a pas un grand écart. Nous quand on est arrivé, il fallait chercher des aînés qui étaient déjà morts, des aînés qui étaient déjà des vieux, voilà. Mais aujourd'hui, vous voyez, voilà un jeune qui vient en littérature et qui apprend, voilà, mais Richard Ali, je ne suis pas assez vieux que ça, je suis encore peut-être leur grand frère, je travaille quelque part, donc ils ont encore le temps de se dire, mais tiens, je prends cet aîné comme modèle, comme beaucoup le font maintenant. Et moi, je suis vraiment heureux de voir qu'il y a des jeunes qui sont encore au niveau scolaire et qui ont de rêves en cas de devenir écrivain. Ils se disent, je serai comme Richard Ali. C'est bien, et je suis vraiment heureux pour cela, je les encourage. Alors le souci, mais pas pour moi souci, peut-être un conseil que je leur donne toujours, c'est de beaucoup lire en fait. Voilà, la littérature, quand on lit beaucoup, on est à même de produire quelque chose de bien. Voilà, il faut qu'ils lisent beaucoup, il faut qu'ils prennent le temps de beaucoup lire et même de demander des conseils de lecture. Les meilleurs ateliers, c'est de demander à un aîné, qu'est-ce que tu me conseilles de lire? Parce que par là, je te dirais, mais lis ça, ça, et les 2 romans que tu auras à lire, ça pourra déjà te mettre sur la bonne voie. Voilà un peu comment est-ce que nous optons pour une stratégie qui marche, quoi. On parle du côté œuvre. On a déjà un peu parlé de ça, mais on parle... on peut retrouver quoi dans Ebamba, votre œuvre à succès, je peux dire? Alors, Ebamba, Kinshasa Makambo, c'est un roman en lingala qui aujourd'hui est traduit dans 2 langues, en français et en anglais. C'est un roman aventure, en tout cas un récit qui parle de la vie de ce personnage principal, Ebamba, qui s'est retrouvé comme ça, confronté dans une situation inextricable parce que voilà, il vivait quelque part, il devrait épouser sa fiancée, il s'est retrouvé dans le piège de sa bailleresse qui lui a tendu un piège pour qu'il épouse absolument sa fille, et on en profite comme ça dans cette histoire-là à raconter un peu le Kinshasa Makambo. Donc vous allez voir qu'on a parlé des Wewa, on a parlé de l'homosexualité, on a parlé des bars, on a parlé un peu de fétichisme aussi, en tout cas de pratiquement tous les faits anodins que l'on retrouve ici à Kinshasa et tout et tout. Ce qui fait que les gens se sont tellement retrouvés dans ça que bon, ça a produit ce que ça a pu produire. Le roman de Bamba demeure par quelque chose qui est d'un peu plus particulier. Ça a fait le buzz dernièrement ici avec la loi Mbadou de $500. Voilà, on commence avec ça, ça qui m'est allé à l'os. Donc on commence par la cérémonie de la dot, voilà, dans la famille, et on parle comme ça de ce qui s'est fait aujourd'hui à Kinshasa. Pour cette fille-là, on a demandé des choses inimaginables. On peut se dire, hein, genre, parce que le roman a vraiment voyagé, et les gens se disaient, mais est-ce vrai que c'est ça une chose qu'on demande à Kinshasa? Je leur disais, mais oui, c'est vrai. Est-ce qu'on demande l'antenne parabolique? Oui, on demande Canal 7. On demande Canal 7, on demande congélateur. On demande l'ordinateur même. Je ne sais pas ce qu'on va demander à votre tour au chantier. On demandera, oui, bon, on a besoin d'un four micro-ondes. Voilà, donc il y a tout ça. Donc je parle des histoires. Ce sont des trucs à dormir, des histoires à dormir debout. Hein, mais malheureusement, c'est vrai, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et donc, ce qui a fait que, je pense que le fait d'avoir vraiment rendu quelque chose du ventre de Kinshasa, qui a fait que les gens puissent vraiment se retrouver et d'aimer ces romans, mais aussi parce qu'on a parlé de la condition humaine. Ce qui fait que quelqu'un qui est aux États-Unis se dit, mais j'ai adoré ces romans, c'est parce qu'il est humain, parce qu'il se retrouve dans l'histoire humaine. Voilà un peu. Et le porte-son de bouche. Oui. Pourquoi d'abord les titres? Alors, j'aurais voulu que vous particulièrement puissiez me dire comment vous l'avez compris, mais puisque vous me posez la question, c'est parce que... En fait, attends, je parle de ce que moi j'ai compris. En fait, on dit souvent le mur ont des oreilles. Et voilà, donc... voilà, donc, le porte nous en dit c'est que le mur a écouté. Absolument, merci Chanty. Donc, ça fait bien un auteur
la personne qui le reçoit comprend voilà, le sens de son roman. C'est exactement ce que vous avez dit. Hein. Le mur ont des oreilles, donc le bouche nous raconte ce que le mur ont entendu et les portes sont des bouches. C'est ça, c'est dans ce cadre-là que je construis en tout cas ces romans. Je crois qu'aujourd'hui, les gens commenceront à dire et les portes sont des bouches. Et après ça, Richard Ali. C'est bien. Voilà, c'est un peu ça. Quelles sont les aventures on peut retrouver à l'intérieur là-bas? Alors, c'est un roman à plusieurs aventures. Ça fait là, j'en profite, je vous coupe pas. Merci. Merci pour l'histoire d'Alfred et moi. Au fait, tu as parlé à beaucoup de personnes. Tu as relaté l'histoire de beaucoup de personnes d'Alfred et moi. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des rêves, mais des rêves forts, à qui le parent aussi poussait d'aller réaliser ces rêves. Mais il y avait d'autres qui les appelaient. En fait, on dit le plan B a appelé, le plan B a utilisé ce qu'ils avaient besoin. Sa maman tenace qu'elle soit médecin. Je vois, parce que je vois quelqu'un qui m'a aussi fait le même message. Il me dit, mais ça c'est mon histoire, monsieur Ali. Vous savez, moi c'est mon histoire. Mon parent tenace qu'il soit médecin, mais voilà. C'est ça, parce que ça sont des bons répondants par rapport à un livre. Donc je disais qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de faits dans ces romans qui tirent un peu de partout. Mais c'est parce que Alfred en voulait aussi. Alfred demandait à entendre beaucoup de ce que le mur entendait dans ce pays-là. Et donc le petit Willy a dû lui raconter sur l'aventure du rhume du chef, sur la révolte. Comment est-ce que les gens se sont révoltés comme ça, d'un rien comme ça, parce qu'on a fait porter l'indépendance, parce que les Chinois se sont décidés comme ça de s'accaparer de la politique. Quel est l'apport des Chinois là-bas? Je crois que ces romans ont donné une grande partie à l'aventure chinoise, je crois, on parle de l'ère chinoise. Mais je crois que c'est intéressant ce que les gens m'ont dit, et d'aucuns ont même eu à parler de, comment on a appelé ça, d'un roman prémonitoire, d'un roman avant-gardiste, voilà, un roman historique. Voilà, parce que comment se fait-il que je me mets à parler de ce qui se passe avec les Chinois au pays, et au même moment où vraiment ces histoires-là se déroulent, parce que moi je commençais l'écriture de ces romans il y a 4 ans, j'ai beaucoup écrit de choses. J'ai écrit plusieurs choses, et le roman a été bouclé il y a plus de 2 ans, jusqu'à venir être publié maintenant. Et je parlais de cette histoire-là de Chinois qui, exploitant le minerai du pays, exploitant beaucoup de choses, ont commencé à réclamer la politique comme ça, mais ils exploitaient un terrain où personne ne pouvait les soupçonner, alors qu'ils exploitaient de minerais, ils le faisaient illicitement. Ce sont des choses que j'écris comme j'écrivais de manière imaginaire. En fait. J'observais, je me disais, mais est-ce que c'est chinois? Est-ce que c'est qu'ils font? Est-ce que c'est pakistanais? Voilà, est-ce qu'ils ne font pas des choses un peu bizarres ici dans ce pays? Et voilà que des années après, aujourd'hui, avec les révélations d'Alain Foucault, c'est vraiment des choses que j'ai écrites. Voilà, il y a ces aventures, il y a les aventures de citoyen Manetti, il y a les aventures de Viendix. Voilà, chacun comprendra s'il s'agit de qui. Moi j'ai compris. Voilà, donc mais c'est de la fiction, hein. Et puis je ne dis pas que c'est au Congo. Je ne dis pas que c'est au Congo, je dis que c'est dans une république imaginaire. Mais les faits peuvent se rapporter à tel ou tel pays d'Afrique, je pense bien. Vous voyez même quand même un moment, Alfred insiste à Petit Willy pour dire, mais il faut que tu me dises, tu parles de quel pays, de quel pays. Il dit, mais je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, je te raconte, voilà, à toi de comprendre où on est, parce que je ne voulais pas me faire mal. Donc voilà. En tout cas, la trame, c'est Petit Willy qui est arrêté, qui est jeté en prison, il est mineur, il a 16-17 ans, Alfred le rencontre pour le libérer, et voilà, il cause avec Alfred, et il commence à raconter à Alfred toutes ces histoires-là, jusqu'à ce qu'on arrive là où on est arrivé. Mais ces histoires, où est-ce qu'il les a puisées? Il les a entendues par de rumeurs. Voilà, le mur ont des oreilles, et lui, c'est la porte. Les portes sont des bouches. Il a raconté tout ça à Alfred. Que faire pour la promotion de la littérature au Congo? Beaucoup. Il faut faire beaucoup de choses. Il faut faire beaucoup de choses. Déjà, ce que vous faites, par exemple, il faut vraiment le faire. Il faut le faire plusieurs fois. C'est-à-dire des émissions littéraires comme celle-ci sont des émissions qui nous permettent à nous, écrivains, en tout cas tous ceux qui sont dans le secteur du livre, sur la chaîne de livre, pouvoir dire ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître le rôle que joue la télé. Moi, je dis toujours, voilà, sur chaque chaîne télévisée à Kinshasa,
toutes les chaînes ont des chroniques musicales. Si on arrivait à avoir aussi ne fût-ce qu'une chronique de 15-20 minutes sur chaque télé, ce sera une grande contribution pour la littérature congolaise. Moi-même, j'ai eu à faire beaucoup de chroniques littéraires, en tout cas, dans plusieurs chaînes. Je sais ce que ça vaut et aujourd'hui, je suis heureux de voir, voilà, Chanty, vous êtes en train de faire des émissions littéraires. C'est bien, vous le faites très bien en tout cas. Merci. Je n'aimerais pas vous le dire après l'émission, mais je vous le dis déjà. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien comme ça. Franchement, je suis vraiment ému, je suis épaté. Des très belles questions, pertinentes. Voilà, c'est bien, il faut le faire pour plusieurs écrivains. Et avoir encore d'autres idées. Il faut qu'on ait plusieurs salons du livre, il faut qu'on ait plusieurs prix littéraires, il faut qu'on ait quoi, il faut qu'on ait des débats littéraires, il faut organiser beaucoup de choses. Mais aussi et surtout, quand vous faites des émissions littéraires comme ça fera en sorte que ceux qui ont des moyens, parce qu'il faudrait qu'il y ait des moyens dans ce secteur-là, ceux qui ont des moyens, ceux qui sont on va dire quoi, ceux qui sont de bailleurs, ceux qui sont de mécènes, voilà, des entreprises commerciales, voilà, peuvent se dire, mais tiens, les livres, ça bouge. Est-ce qu'on ne peut pas financer tel événement littéraire? Et là, ils vont venir. Parce qu'ils vont avoir des échos, ils vont se dire, mais non, attendez, quand le livre, par exemple, si les portes sont des bouches aujourd'hui, je fais une émission avec vous, et que je sais que aujourd'hui, on a une centaine de chaînes aujourd'hui. Imaginez-vous si on avait, dans toutes les chaînes, on avait une émission de 30 minutes au moins qui parle de livres. Donc, je serais passé sur une centaine de chaînes. Ça fait déjà une grande promo. Voyez-vous? Donc, on espère qu'on puisse avoir ça. Moi, je demande en tout cas à tous les propriétaires de chaînes de télévision, voilà, ouvrez de chroniques de 10 minutes, même de 15 minutes, ça ferait quelque chose de bien pour les écrivains. Bah, nous, on a vraiment cet espace-là qui fait la promotion des livres. Félicitations pour Antenna. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Antenna a toujours été dans la promo du livre. Moi, je le sais. Je ne sais pas s'il est toujours dans la chaîne, M. Xavier, mais il m'est recevé, j'étais encore tout petit, encore très jeune. Encore. Il n'est plus là. Voilà, donc c'est bien ce que vous faites et continuez à faire ça. Vous aidez en tout cas les secteurs à aller de l'avant. Et Dieu seul sait comment il va vous remercier pour ça. C'est possible d'entreprendre dans le domaine littéraire. Déjà ici au Congo, quand on pense livre, on pense déjà le domaine de ceux qui sont morts. C'est possible d'entreprendre dans le domaine littéraire. Oui, c'est vraiment possible. Je pense que vous-même, ce que vous faites, c'est déjà une sorte d'entrepreneuriat. Je pense que vous pouvez encore, on peut échanger autour de ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je donnais une fois un atelier sur l'entrepreneuriat dans le secteur du livre. Voilà, on peut être éditeur, on peut être maquettiste, il y a beaucoup de choses à faire sur la chaîne du livre. Beaucoup de choses à faire en tout cas. Et qui peuvent aussi rapporter gros. Bon, pas gros, mais quand même qui peuvent faire des entrées. Il y a des gens qui se disent, bon, je suis chômeur et tout. Non, faites-vous libraire. Faites-vous distributeur de livres. Il y a des gens qui cherchent le livre et qui... Dans Alfred même, vous avez dit le domaine de ceux qui sont déjà morts. Ou d'un vieux têtu qui pense que les livres vont se vendre. Vraiment. Oui, mais c'est ça. C'est pourquoi même le parent nous décourager à embrasser ces métiers. Parce qu'on dit la parole s'envole, les écrits restent. Et puis il disait, mais oui... ce qui fait que ceux qui parlent trop là, et ils prennent la dimension, la parole les aide à s'envoler, c'est pas la parole parlée. Et puis les écrits restent, alors ceux qui écrivent, ils restent là. Peut-être faire un discours lors du funéraire. Voilà, c'est tout ça. En tout cas, les gens lisent, c'est bon, ils vont retrouver. C'est aussi amusant, n'est-ce pas? Oui, c'est très amusant. On avait beaucoup de questions, mais le temps nous fait défaut. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Un mot pour aujourd'hui. Non, mais merci beaucoup. Je crois qu'on va revenir une fois pour parler de chapitre de ce roman. Mais en tout cas, grand merci et félicitations, Chanty. Merci. Je passé un moment formidable avec vous. Merci. Merci en tout cas à Antenna, à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Mon livre est là, c'est mon 4e roman, Et les portes sont des bouches, aux éditions Mabiki. Ceux qui veulent le retrouver, il est actuellement dans quelques librairies ici. Dans l'Aèche aussi. L'Aèche les distribue, donc notre ami Christian Gombo, Mabiki avec Edimon, librairie de la Halle avec Dan Bomboko, librairie de Grand Lac sur le boulevard. Même chez moi-même, à Wallonie Bruxelles, ce qui passe aussi pour avoir leur dédicace, passer à la bibliothèque Wallonie Bruxelles. Vous aurez ces livres, en tout cas, c'est vendu à 20 $ seulement, c'est pas trop cher, mais la qualité elle est bonne, les gens me disent. Merci en tout cas à vous tous qui nous avez suivis. J'ai dit merci aussi à mon éditeur, Monsieur Bienvenu Céline Rabat, que vous avez reçu ici, dans le cadre de cette émission. Voilà, merci à tous ceux qui sont de Mabiki, merci à mon épouse, Jemima Moussamba, merci à mes enfants pour le soutien et
à tous les écrivains congolais en tout cas. Merci pour l'accueil qu'ils ont réservé à ces livres. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.